Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, la guerre en Ukraine avec Kiev qui peine à maintenir la mobilisation en sa faveur en matière de livraison d'armes. Nous reviendrons ensuite sur le 20e congrès du Parti communiste chinois et sur les perspectives qui s'offrent à l'Empire du Milieu. Et enfin une page sud-américaine avec le second tour du scrutin présidentiel au Brésil. L'Ukraine au défi de l'armement. Alors que Kiev est parvenu à mobiliser l'Occident pour lui fournir des armes, le pays semble aujourd'hui plus en difficulté. Le prix de la guerre, alors que le conflit en Ukraine se poursuit à l'approche de l'hiver, l'un des enjeux fondamentaux pour Kiev demeure l'aide étrangère. Les infrastructures énergétiques détruites et l'économie qui tourne au ralenti nécessitent plus que jamais le soutien des alliés occidentaux qui ont pris leur part dans ce conflit en amont et en aval. Volontiers demandeur d'aide à ses partenaires, Volodymyr Zelensky a eu tendance à agacer ceux-ci en multipliant les sollicitations. Aujourd'hui, il semblerait que son principal bailleur de fonds et fournisseur d'armes, les États-Unis, doute de la marche à suivre. Biberonnée au néoconservatisme, la classe politique américaine s'était montrée dans un premier temps très favorable au financement de cette guerre sur le continent européen. Mais des républicains ont montré des signes d'agacement vis-à-vis de cette politique. Ces derniers ont d'ailleurs été rejoints par l'aile gauche du Parti démocrate, dont 30 parlementaires ont publié une lettre ouverte demandant au président Biden de revoir sa stratégie, avec pour mot d'ordre moins d'armes et plus de diplomatie pour aboutir à un cessez-le-feu. Parmi les signataires du courrier, on retrouve Alexandria Ocasio-Cortez, égérie de la gauche américaine, une position loin d'être marginale donc. Les 8 mois de guerre financés par les contribuables américains ne seront en effet pas sans conséquences chez l'oncle Sam, et les élections de mi-mandat pourraient faire gagner du terrain à ceux qui, de l'autre côté de l'Atlantique, veulent trouver une alternative à la guerre longue. L'économie mondiale est plongée, depuis la crise sanitaire, dans une phase de secousse et un conflit d'ampleur, et surtout très incertain quant à ses conséquences, pourrait accentuer une crise économique globale. Une crise économique qui est aussi sociale et morale aux États-Unis, un pays qui pour certains est au bord de la sécession. Chez les Républicains, Kevin McCarthy, chef du parti à la Chambre des représentants, entend à minima baisser le niveau d'aide à l'Ukraine. Le sort du pays pourrait ainsi être suspendu en partie aux aléas de la politique intérieure américaine. Faute de soutien américain, Kiev peut toujours compter sur Bruxelles, mais l'Europe n'est pas un bloc homogène et si les États-Unis font un pas en arrière, rien n'indique que l'Europe ne fera pas de même. De plus, demain, l'Allemagne, faute de gaz, peut très bien envisager un changement de cap. Si l'aide humanitaire européenne sera maintenue, ce sont les coûteuses aides militaires qui pourraient diminuer et c'est ce dont a besoin Kiev pour faire la guerre. En cas de défection américaine, l'Ukraine devra trouver d'autres donateurs. La filière israélienne, elle, semble bouchée. Tel Aviv apporte un soutien humanitaire et en matière de renseignement, mais ne souhaite pas refroidir ses relations avec Moscou. La Russie et Israël ont trouvé un terrain d'entente en Syrie et 1/5 de la population de l'État hébreu est d'origine russe. Le point noir de cette guerre pour Israël est l'usage massif de drones iraniens qui pourrait constituer une menace pour sa sécurité intérieure à terme. Cependant, on imagine mal la Russie laisser son partenaire iranien engager un conflit significatif avec Tel Aviv. Les livraisons d'armes en direction de l'Ukraine pourraient ainsi être très compromises. Avoir le soutien de l'immense majorité des médias et être étiqueté camp du bien ne suffisent pas à remporter une guerre. La Russie, elle, semble être prête à s'engager dans un conflit long, bénéficiant d'un atout que n'ont pas les démocraties occidentales. Moscou dispose d'une stabilité à la tête de l'État, quand les têtes d'affiches occidentales vont et viennent. Il ne s'agit pas de redemander 5 années supplémentaires de Macron, mais il s'agit seulement de constater les forces en présence et leurs particularités. Une guerre longue n'est en tout cas souhaitable pour personne, et encore moins pour les peuples qui sont une véritable variable d'ajustement dans ces jeux étatiques. Le 20e congrès du Parti communiste chinois a pris fin avec le renforcement du pouvoir du président Xi Jinping aperçu. C'est un événement majeur de l'histoire contemporaine qui est un peu passé sous les radars de l'information nationale. Du dimanche 16 au samedi 22 octobre se tenait le 20e congrès du Parti communiste chinois, le PCC, au pouvoir depuis 1949. À l'occasion de ce grand raout en rouge et jaune, 2700 délégués étaient conviés à participer, représentant les quelques 100 millions d'adhérents du parti. L'occasion pour le président Xi Jinping de faire un bilan de ses près de 10 ans passés à la tête du pays et de tracer les lignes de la politique qu'il entend mener. 新征程上，我们要始终坚持一切为了人民、
一切依靠人民。一路走来，我们仅仅依靠人民交出了一份又一份载入史册的答卷。面向未来，我们仍然要依靠人民创造新的历史伟业。S'appuyer sur le peuple pour créer une nouvelle grandeur historique, le président Xi Jinping a été reconduit comme secrétaire général du comité central du parti, s'ouvrant ainsi la voie vers un troisième mandat à la tête de la République populaire de Chine pour mars prochain. C'était l'une des volontés qu'on lui attribuait depuis quelque temps, s'inscrire dans la durée au risque de rompre avec la tradition établie depuis la mort de Mao Zedong en 1976. C'est chose faite. Plaçant ses hommes au sein du PCC, il sort renforcé du Congrès et montre au monde entier qu'il s'inscrit dans la durée. Seule ombre au tableau de ce congrès, samedi un incident est survenu avec l'ancien président Hu Jintao, escorté hors de la salle en pleine cérémonie de clôture alors qu'il semblait esquisser le début d'une protestation. On l'empêche de saisir ces documents. L'employé insiste en l'agrippant sous le bras. Il semble finalement obtempérer contre son gré devant l'air impassible du président Xi. Après un long silence, les autorités ont expliqué qu'il avait eu un ennui de santé. Un petit moment de malaise qui laisse entrevoir des méthodes qui ne datent pas d'hier. Les plus taquins remarqueront que, comme en France, selon votre place dans les cercles du pouvoir, vous êtes contraint de porter ou non le masque. Certains médias ont avancé l'idée selon laquelle Hu Jintao était hostile à l'hégémonie de Xi Jinping, dont il a toujours été un opposant, et que ce serait pour cela qu'il envisageait un petit coup d'éclat. Xi Jinping est en tout cas l'homme fort de l'Empire du Milieu et, sauf surprise, pour longtemps encore. Il a ainsi promu sa volonté d'affirmer son pays sur la scène internationale, d'améliorer une protection sociale et médicale aujourd'hui en recul dans un pays communiste où il est souvent nécessaire d'avoir recours à des mutuelles privées. Il a aussi mis en avant sa lutte contre la corruption ainsi que, probablement pour faire un clin d'œil en forme de doigt d'honneur à l'Occident, sa préoccupation des problèmes environnementaux. Abolissant en 2018 la limite à 2 mandats pour la fonction présidentielle, il avait déjà préparé le terrain en amont. Il peut désormais retourner à ses chantiers intérieurs et extérieurs. 改革开放40多年，不懈努力，我们创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹。 Développement économique et stabilité sociale, et pour cause, le bilan du PCC en matière de développement économique est formidable. Xi Jinping dispose d'un bilan assez favorable. Côté pile, on relèvera une croissance de 6% en moyenne, l'éradication de la pauvreté absolue, la construction d'infrastructures modernes ainsi qu'une montée en gamme de la production. La Chine a en outre dépassé les États-Unis en investissement direct à l'étranger en 2020. Côté face, on évoquera la dépendance à des technologies étrangères, ce qui est délicat dans un contexte international tendu, alors que les États-Unis ont engagé un virage anti-chinois sous Donald Trump, virage admis par l'ensemble de l'échiquier politique états-unien au pouvoir. Les délocalisations frappent aussi le pays avec des productions à plus faible valeur ajoutée comme l'assemblage qui migrent vers des pays comme le Bangladesh ou même le Vietnam et la Malaisie. En 2022, la croissance n'aura été que de 0,2 points, une chute qui s'explique par plusieurs facteurs, le contre-coup de la stratégie zéro Covid et l'arrêt des projets immobiliers démesurés, un arrêt en partie souhaité par l'État qui entend éviter une explosion trop brutale de la bulle spéculative immobilière. Plus inquiétant pour l'État chinois, l'augmentation du chômage chez les jeunes qualifiés qui approcherait les 20%. À coup, dans un pays qui a connu un pic de développement ou tendance de fond, le phénomène inquiète néanmoins une classe moyenne qui oscille entre 350 et 700 millions de personnes. Une classe moyenne qui a largement eu accès à la propriété avec 84% de propriétaires de leur logement. Mais la classe moyenne s'inquiète de laisser derrière elle une vie moins prospère pour leurs enfants dans un pays marqué au fer rouge par la politique de l'enfant unique. Des difficultés, comme autant de défis pour un pouvoir qui s'est un peu raidi à la faveur de la crise sanitaire qui a intensifié le phénomène de surveillance de masse. Mais étonnamment, ce n'est pas de ce côté que les désaccords sont les plus forts dans le parti, mais c'est plutôt du côté des tenants d'une ligne plus dure en politique internationale, à savoir notamment une partie des hauts gradés de l'armée qui demande plus de fermeté face à Taïwan, voire même pour certains de lancer rapidement une expédition militaire pour reprendre ce territoire. La marche à suivre sur les questions économiques et sociales est aussi contestée par une partie des cadres du parti où demeurent des tendances contraires en dépit de l'unité affichée. À regarder la société de surveillance, le parti unique et le mode de vie chinois, rien de très séduisant vu de chez nous,
Mais le miracle économique chinois en matière de puissance est une réalité qui peut difficilement être niée. Xi Jinping a lui eu le nez creux en préparant les conditions d'une rupture avec l'Occident, amorçant un rapprochement avec ses partenaires asiatiques depuis plusieurs années, notamment à travers le PERG, le Partenariat économique régional global, un vaste espace de libre-échange océano-asiatique, un outil régional auquel il faut ajouter un outil international, l'Organisation de coopération de Shanghai, qui réunit des États majeurs non occidentaux. La position de Pékin dans le conflit ukrainien mérite, elle, d'être envisagée. L'Empire du Milieu, s'il pourrait profiter du conflit pour s'occuper de ses propres affaires en mer de Chine, s'est montré assez modéré, voyant dans cet épisode une contre-publicité pour la promotion d'un monde multipolaire. Revendiquant Taïwan au nom de l'inviolabilité de la souveraineté nationale, Pékin n'a pas montré un enthousiasme débordant vis-à-vis de l'invasion de l'Ukraine, mais se tient à une position équilibrée pour ne pas non plus renforcer l'adversaire américain. C'est dans ce jeu mondial renouvelé que Xi Jinping trace la route de la Chine, un partenaire incontournable et inquiétant que le réalisme politique implique de ménager, à la fois ne pas tomber dans le piège de la naïveté, ni dans celui des néocons, trop contents de s'être trouvé un punching ball communiste et de soutenir des initiatives marginales de déstabilisation. Et décidément, c'est une édition résolument internationale puisque nous évoquons désormais le second tour de l'élection présidentielle brésilienne de dimanche. Réélection de Jair Bolsonaro ou retour de l'ancien président Lula, le point à quelques heures du scrutin. Suspense au Brésil où l'issue du second tour de l'élection présidentielle devant se tenir dimanche 30 octobre est de plus en plus incertaine. L'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva est arrivé en tête avec 48% des voix, mais le président sortant Jair Bolsonaro a obtenu 43% et rêve d'inverser la tendance pour le second tour. Lula, probablement déçu de ne pas avoir été élu dès le premier tour, a montré quelques signes d'inquiétude concernant son élection. Il est ainsi allé courtiser l'électorat évangélique, un électorat pourtant majoritairement acquis au vote Bolsonaro. Un déplacement électoraliste pour faire savoir à ces chrétiens qu'il respecterait la liberté religieuse, contrant ainsi les rumeurs selon lesquelles il envisagerait de faire fermer les lieux de culte. Il a en outre affirmé qu'il respecterait le droit à la vie dans toutes ses étapes, tout en soulignant qu'il était personnellement contre l'avortement. Une volte-face surprenante pour le candidat qui prônait la dépénalisation de l'avortement et voulait en faire un sujet de santé publique, une évolution qui semble s'inscrire dans le recentrage amorcé par l'ancien président au début de l'année 2022, conscient qu'il devra composer au-delà de la gauche et ne pas se couper des milieux d'affaires. Un recentrage qui s'explique aussi par les besoins des électeurs brésiliens, en premier lieu desquels la sécurité, alors que le taux d'homicide dans le pays est largement supérieur à celui du Mexique. En 2017, des chercheurs sud-américains avaient fait une étude pour chiffrer le coût de la criminalité et de la corruption au Brésil. Cela représente environ 5,9% du PIB. À titre de comparaison, c'est le double du budget de la défense française. Et c'était précisément à ce problème que le candidat Jair Bolsonaro avait su répondre lors de l'élection présidentielle de 2018. Élu principalement pour résoudre les fléaux de la criminalité et de la corruption, il avait su répondre aux aspirations du peuple brésilien. En fin de mandat, le bilan de sa présidence en la matière serait jugé satisfaisant par ses électeurs et soutiens. Baisse de la criminalité, relance de l'économie, construction d'infrastructures, simplification administrative, politique sociale de soutien envers les plus pauvres. Bolsonaro a su répondre à certains problèmes qu'il avait soulevés en 2018. Le sortant agace cependant dans certains cercles du pouvoir volontiers vulgaires et peu conformistes. Il s'est mis à dos une partie des élites et des médias. La fenêtre de tir pour l'emporter est très étroite pour Bolsonaro. Quoi qu'il en soit, les élections brésiliennes de ce mois d'octobre n'auront pas été un raz-de-marée en faveur des gauches brésiliennes. Pour les élections parlementaires, la coalition menée par le Parti des travaillistes, le parti de Lula, est distancée par le Parti libéral de Bolsonaro. Cette désillusion s'observe aussi à l'échelon local où, dans les 27 entités fédérées du Brésil, près de la moitié des sièges de gouverneurs font l'objet d'un second tour. Très souvent, le ballottage est plutôt favorable à la droite, y compris dans l'état de Sao Paulo, fief historique de la gauche de Lula. C'est Tarcísio de Freitas, un ministre de Bolsonaro qui est largement en tête et devrait très probablement l'emporter.